Bonjour et bienvenue chez Mémé où on va parler musique. Et aujourd'hui on va reprendre tout depuis le début et on va parler de théorie musicale. On l'a déjà vu ensemble, un son, c'est de l'air qui vibre. L'air vibre à une certaine fréquence. Et plus la fréquence est élevée, plus le son est haut. On va donc prendre un son, on pourrait même dire que c'est une note, et on va multiplier sa fréquence par 2. On se retrouve avec la même note, mais en plus aiguë. Si on divise la fréquence d'origine par 2, on a la même note, mais en plus grave, et c'est pas mal. Entre cette note et cette note, il y a une infinité de notes qui correspondent à chaque fréquence qui existe entre la fréquence 1 et la fréquence x2. C'est bien, mais c'est trop. Dans nos contrées, et depuis quelques années, on a décidé qu'on allait tout diviser en 8. Parce que Bach déjà, mais l'idée vient plutôt de Pietro Aron, un religieux italien qui en 1529 s'est dit « quand même, quand on joue, ça sonne un petit peu faux, non ?» Il a donc demandé à un mathématicien du nom de Simon Stevin, je sais pas comment ça se prononce, de rendre ça un petit peu plus carré-carré. Alors jusque-là, quand on jouait, on utilisait la gamme de Pythagore, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Simon, il a écrit Von der Spiegeling der Ziegenskont, et un certain Johann Sebastian Bach, ou Jean Seb, comme l'appelaient ses amis, a écrit une œuvre qui va, de manière didactique, montrer pourquoi c'était une bonne idée de diviser tout comme un gros matheux. Cette œuvre s'appelle Das Wolkenpericht Klavier, et on appelle cette méthode le tempérament de la gamme. Mais revenons à nos notes. Nous avons donc divisé notre écart en 8, et comme on parle tous couramment latin, on va appeler ça logiquement octavus. Mais comme en fait le latin c'est chiant, on va dire octave. Donc ça, c'est une octave, ça aussi, bref. Comme on a divisé en 8, on a donc 7 notes différentes. Il va falloir les nommer. Alors dans les pays anglo-saxons, ils ne sont pas fait chier, ils sont partis d'ici, ils ont pris l'alphabet et on monte. Donc A, B, C, D, E, F, G et Re, A. Dans nos coins, on a trouvé d'autres noms. Un moine italien du nom de Guido d'Arezzo a voulu créer au 9e siècle une notation en prenant la première syllabe de chaque vers d'un chant religieux sur Saint Jean-Baptiste. Bon, déjà, on part pas du même endroit, mais bon, voilà. Celle-là, ça sera ut, et comme ce relou, on dira do aussi après. Et puis, je pense que le reste, vous êtes un peu au courant. Ça fait ré, mi, fa, sol, la, si, et... do, bien joué. Les plus observateurs auront vu qu'il existe des touches noires et des touches blanches. Eh bien, c'est parce qu'en fait, on n'a pas découpé l'octave en 8, mais en 12. Sauf qu'on va utiliser que les 7 mots pour nommer tout ça. Et on arrive doucement à la notion d'intervalle. Entre deux notes, je pense qu'on peut facilement décréter qu'il existe un intervalle. Le plus petit intervalle entre deux notes, on va appeler ça un demi-ton. Et donc, deux demi-tons, ça va donner un ton. Sur un clavier, il y a un demi-ton entre chaque touche. On voit ici qu'il y a la touche noire entre ces deux touches blanches, ici aussi. Ici, il n'y en a pas, et là non plus. Si je pars du Do et que je rajoute un demi-ton, je me retrouve ici. Et on va appeler ça donc un Do dièse. Et si je pars du Si et que je descends d'un demi-ton, on appellera ça un Si bémol. Et je vous vois venir, car si je pars du Ré et que je descends d'un demi-ton, j'aurai sans doute un Ré bémol, mais ça ressemble à s'y méprendre à un Do dièse. Eh bien, vous aurez raison, et on appellera ça un Ré bémol en fonction du contexte. Généralement, quand on monte, c'est dièse, et quand on descend, c'est bémol. Mais la vraie règle correspond à une nouvelle notion qu'on va voir, la gamme. Eh oui, j'ai mis. Une gamme, c'est une suite d'intervalles prédéfinis, comme un pattern ou un template, pour ceux à qui ces mots parlent. La gamme chromatique, par exemple, est composée uniquement de demi-tons. Une gamme très connue, c'est la gamme majeure. La structure de la gamme majeure, c'est ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Et c'est comme ça. Si on part du Do, c'est super facile, c'est que les touches blanches. On dira alors qu'on a fait la gamme de Do majeur. Si on part du Sol, on fait donc ton-ton, demi-ton, ton-ton, ton. Mais là, pour faire un ton complet, il faut aller ici, et puis demi-ton, et on retombe sur le Sol. C'est donc la gamme de Sol majeur. Et pour la faire, on a été obligé de jouer cette note qui est un Fa, mais un demi-ton au-dessus. Si vous avez suivi, c'est donc un Fa dièse. Hop, Ré majeur, ton, ton, Fa dièse, demi-ton, on redescend, ton, 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 hop, Do dièse, demi-ton, on retombe sur le Ré. Autre gamme très utilisée, la gamme mineure. Et pour celle-là, on aura ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton,
Eh oui. Partons de manière totalement au hasard du La. Donc, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Et hop, on a le La mineur. Et on a fait ceci en n'utilisant aucune touche noire. Ce qui signifie que c'est quand même pas loin de la gamme de Do majeur. Et ben ça s'appelle la relative. Do majeur est la relative majeure de La mineur. C'est complètement dingue. Prenons encore totalement au hasard la gamme de Mi mineur. Ton, donc on passe sur le Fa dièse, demi-ton, ton, demi-ton, ton. La gamme avec un Fa dièse, ça vous rappelle rien? Eh bien si, le Sol majeur. Mi mineur est donc la relative mineure du Sol majeur. Tout ceci peut donc se décliner sur les 12 notes en majeur et en mineur, ce qui fait 24. Chacune de ces déclinaisons sera appelée tonalité. Je ne saurais trop vous conseiller dès maintenant d'aller écouter Das Wohltemperiert Klavier, dont je parlais tout à l'heure, qui propose 24 préludes et 24 fugues dans les 12 demi-tons. Mais écoutez plutôt. En plus, c'est joli. Un bon bout de déblayé. Je vais maintenant revenir sur la notion d'intervalle. J'ai dit que le plus petit était le demi-ton, mais nous pouvons très bien jouer de notes qui sont plus éloignées. Si, on peut. Eh bien, tous ces intervalles vont avoir des noms en rapport avec le nombre de notes qui séparent ces deux notes. Je m'explique. Je pars du Do et je compte 3 notes en majeur. J'arrive donc sur le Mi. Cet intervalle sera donc une tierce majeure. Si je fais pareil en mineur, on se retrouve ici, sur un Mi bémol. Cet écart est donc une tierce mineure. Je fais pareil en comptant 4, j'arrive sur le Fa. Ici, que je compte en majeur ou en mineur, je tombe sur la même note. Cet intervalle sera une quarte qui ne sera ni majeure ni mineure, juste une quarte juste. En comptant 5, on a une quinte, même principe, que je passe en majeur ou en mineur, ça change rien. En revanche, la sixte, comme la tierce, peut être majeure ou mineure. Pareil pour la septième. Et la huitième qu'on appelle octave, la boucle est bouclée. Si je veux jouer plus de 2 notes, on appelle ça un accord. Comme on va rester simple, on va parler d'accords de 3 notes que l'on appellera triade. Une triade, c'est un petit peu comme pour la gamme, c'est un modèle que l'on reproduira en fonction de la tonalité. Une triade est donc composée d'une fondamentale, d'une tierce majeure ou mineure, et d'une quinte. Prenons le Do, fondamental, Do plus tierce majeure, 1, 2, 3, Mi, puis quinte, 4, 5, Sol. Et voilà un accord de Do majeur. Pareil en mineur, fondamental, Do, puis tierce mineure, 1, 2, 3, Mi bémol, puis quinte, 4, 5, Sol. Comme pour le reste, on peut le décliner 12 fois et on commence à s'approcher de quelque chose qui ressemble à de la musique. Et si on enchaîne plusieurs accords, hop, c'est joli. Après, il existe aussi des règles d'enchaînement d'accords, mais on verra ça plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était clair et que ça vous a plu. La deuxième partie portera sur le rythme, parce que c'est important aussi. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et si ça vous a plu, bah abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. À bientôt, bisous. Un bisou, Nunu.